Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui à Staten Island, à New York, pour une affaire où la victime est restée anonyme pendant des années. Bien plus tard, les avancées technologiques ont permis de lui rendre son identité, mais loin d'aider à retrouver son tueur, cette identification a révélé un autre mystère. Le 20 septembre 1991, 2 employés d'un hôpital psychiatrique se promènent dans le paisible parc Ocean Breeze de Staten Island quand ils voient une forme allongée dans un terrain vague proche du trottoir. En y regardant de plus près, ils constatent qu'il s'agit malheureusement du corps d'une femme. Arrivée rapidement sur les lieux, la police ne peut que constater l'horreur dont cette inconnue a été victime. Elle est face contre terre et a les mains menottées. Elle a été frappée avec tellement de violence que son visage est méconnaissable. La robe qu'elle porte est noire avec des bords roses et ses chaussures sont des baskets blanches. En retirant le corps, les policiers découvrent sous elle un marteau assez particulier qui est probablement l'arme du crime. Il s'agit d'un marteau de carrossier dont le manche est gravé, certainement du nom du propriétaire de l'outil, Lloyd L. Elle porte 2 chaînes en or et une bague montre noire. Un paquet de cigarettes de la marque Newport et quelques pièces sont aussi retrouvées sous elle. Par contre, il n'y a pas de sac, pas de permis de conduire, aucune pièce d'identité permettant d'identifier la victime. Les autorités comptent sur l'autopsie pour aider à lui donner un nom. Selon celle-ci, la victime est âgée d'une 20aine d'années. Elle a été brûlée et battue. Elle a reçu 17 coups de marteau donnés avec celui retrouvé sous elle. Celui qui a fait ça était véritablement enragé. Niveau identification, il n'y a malheureusement pas grand-chose. Elle a des cheveux châtains mi-longs et des yeux marrons. Le seul signe distinctif trouvé sur son corps est un tatouage de scorpion sur sa fesse droite. Il est tellement mal réalisé que les enquêteurs se demandent même si ce n'est pas le tueur qui l'a fait. Les empreintes digitales de la fille au scorpion sont entrées dans la base de données, mais elle est inconnue et n'a pas de casier judiciaire. Retour à la case départ. Un portrait robot de la jeune femme et un dessin du tatouage sont réalisés et diffusés dans les journaux et à la télévision, en espérant que quelqu'un la reconnaîtra, ce qui n'arrive pas. Des échantillons de sang et de tissu sont conservés afin de permettre une identification plus tard, grâce aux évolutions technologiques. La dépouille est enterrée dans une tombe anonyme sur Hart Island, au large du Bronx. Les années passent et rien ne vient aider à trouver ni l'identité de la victime, ni celle de son tueur, malgré l'acharnement des policiers pour trouver des réponses. Le marteau gravé est une pièce très importante. Les policiers font le tour des carrosseries pour retrouver ce fameux Lloyd L, mais personne ne connaît d'ouvrier de ce nom. Les salons de tatouage sont également visités au cas où ce serait quand même un tatoueur professionnel à l'origine du scorpion. Visite menant aussi dans une impasse. Mais comment se fait-il que personne ne la reconnaisse malgré la large diffusion médiatique de son portrait? Et pourquoi personne ne l'a portée disparue? Serait-elle étrangère à la ville de New York, voire même des États-Unis? Et voilà qu'une théorie apparaît. La fille au scorpion pourrait avoir été la victime d'un tueur en série, le tristement nommé Joel the Ripper. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà un petit topo sur ce charmant personnage. Joel est né le 20 janvier 1959 de parents inconnus et est adopté peu après sa naissance par un couple de New York, les Rifkin. Le jeune Joel David Rifkin n'a pas un physique facile et est moqué durant toute son enfance et son adolescence. Mais ne vous fiez pas à sa drôle de dégaine. Le type a un QI de 128, intelligence qu'il emploie très mal. Il s'inspire du film d'Alfred Hitchcock, Frenzy, pour réaliser ses fantasmes tordus de tuer des prostituées. Il a ramené sa première victime chez lui pour lui taper dessus avec un obus avant de l'étrangler. Il l'a ensuite démembrée, lui a coupé les doigts et arraché les dents afin de masquer son identité. Il a ensuite dispersé les morceaux un peu partout. Les bois, l'estriveur, les poubelles, bref, un vrai puzzle. Il finit par être arrêté en 1993 à cause d'une plaque d'immatriculation manquante sur son véhicule, alors qu'il avait le corps de sa dernière victime dans le coffre. Il reconnaît en tout et pour tout avoir tué 17 femmes. Il y en a certainement plus.
Il purge actuellement une peine de prison de 203 ans à la prison de Clinton. Pour la petite histoire, il pourra demander sa libération conditionnelle en 2197. Il aura 238 ans. Autant dire qu'on est tranquille avec lui. Ce qui le rapproche de notre victime, c'est qu'il tuait dans les parages où le corps a été découvert à la même période. Il était doué pour cacher les identités de ses victimes. Il aurait pu voler le marteau au fameux Lloyd L pour s'en servir. Cependant, il y a des détails qui ne collent pas. Il a été interrogé à propos de cette histoire mais a nié alors qu'il a reconnu tous ses autres crimes. Il étranglait et dépeçait ses victimes, ce qui n'est pas le cas pour notre inconnu. Bref, je suis très sceptique quant à son implication. En plus, la police pense que l'acharnement dont a fait preuve son tueur est la preuve qu'il la connaissait. Ils disent que rien n'indique que ce soit une sorte de tueur en série à l'affût qui l'a attrapé. Le temps passe, mais l'affaire de la fille au scorpion n'est pas oubliée par les enquêteurs. En 2008, la décision est prise de soumettre l'ADN de l'inconnu au Combined DNA Index System, autrement dit le CODIS. Le CODIS est un programme du FBI qui permet de créer et de rechercher des bases de données de profil ADN. Ce système a vu le jour en 1994, mais n'est devenu opérationnel qu'en 1998. Des bases de données CODIS existent au niveau local, étatique et national. Cette architecture à 3 niveaux permet aux laboratoires criminels de contrôler leurs propres données, permettant à chaque laboratoire de décider quel profil il partagera avec le reste du pays. En gros, le CODIS est une énorme banque de données ADN qui permet de comparer des preuves biologiques trouvées sur une scène de crime ou une victime avec des profils déjà connus de la justice. Le FBI prend également en charge les dossiers dentaires de l'inconnu et tous ses efforts restent vains. En 2019, rebelote. On reprend l'ADN de la victime et il est envoyé à la société Outram qui se situe au Texas. Outram est une toute jeune société fondée en 2018 qui se donne pour vocation l'identification des corps inconnus, la résolution de cold cases et de disparitions, etc. Leur technologie dans le séquençage du génome de l'ADN est très avancée. Ils ont réalisé un séquençage du génome de type médico-légal sur notre inconnu afin de créer un profil ADN complet. Ce profil est ensuite renvoyé au FBI qui le confie aux experts en généalogie génétique. Et enfin, en avril 2021, tous ces efforts portent enfin leurs fruits. L'ADN match avec un homme qui se trouve être le frère biologique de la victime qui a enfin un nom, Christine Belusco. Les autorités prennent contact avec ce fameux frère qui leur permet de mieux connaître celle qui a été appelée la fille au scorpion durant des décennies. On ne sait pas beaucoup de choses sur sa vie avant son meurtre. Christine a été adoptée quand elle était bébé par un couple de New Jersey, Frank Belusco, qui travaillait comme souffleur de verre, et son épouse Dorothy, qui était secrétaire pour un concessionnaire automobile. Le couple a également adopté un petit garçon après. La mère biologique de Christine avait déjà 8 enfants et ne se sentait pas capable d'en élever une de plus. Lorsqu'elle a appris qu'elle avait été adoptée, Christine a quitté sa famille en juillet 1991 et leur a dit qu'elle partait pour la Floride. Elle est restée au Mount Airy Lodge dans les Poconos en Pennsylvanie et a ensuite trouvé un emploi dans un magasin de vêtements appelé Rainbow Shop dans le New Jersey. En parlant avec le frère biologique de Christine, les policiers apprennent une nouvelle auquel ils ne s'attendaient pas. Au moment de sa mort, la fille au scorpion était la maman d'une petite fille de 2 ans appelée Krista Nicole. La petite est née le 1er août 1989 au Barnett Memorial Hospital de Paterson dans le New Jersey. Voilà que le mystère s'épaissit. Non seulement on ignore qui a tué Christine, mais en plus, on ne sait pas où est la petite fille. Vous allez me dire que c'est peut-être un coup du père biologique de Krista Nicole pour récupérer sa fille. C'est possible. Le problème est que personne ne sait qui il est. Les parents de Christine sont décédés sans savoir qu'elle était morte dans ces horribles circonstances. Sa mère en 2000 et son père en 2002. Jusqu'au bout, ils ont pensé qu'elle était partie fâchée contre eux et avaient décidé de ne plus les voir ni leur parler. Quant au fameux tatouage de scorpion, c'est bien Christine qui se l'était fait faire. Voilà la police avec 2 mystères sur les bras. Voici ce que les enquêteurs en disent. Bien que l'assassin de Christine reste non identifié et que l'on ignore où se trouve Krista Nicole, nous nous tournons vers le public pour demander son aide afin de clore cette affaire et d'obtenir une justice longtemps retardée dans le cas de la fille au tatouage de scorpion. C'est maintenant le moment de demander l'aide du public.
Nous avons à peu près parcouru toutes les pistes possibles pour essayer de localiser des personnes qui connaîtraient Christa Nicole et toute autre piste qui nous aiderait à résoudre le crime sous-jacent. Selon le Charley Project qui enquête sur les cas des personnes disparues, la petite fille a été vue pour la dernière fois une semaine avant le 20 septembre 1991 avec sa maman au Mount Airy Lodge en Pennsylvanie. Des photos de Christa Nicole ainsi que son portrait vieilli sont diffusées. La police a déclaré qu'elle ne pouvait que spéculer sur ce qui était arrivé à l'enfant qui est né le 1er août 1989. On ne sait pas si elle est en vie quelque part, mais les enquêteurs disent qu'ils veulent la retrouver pour lui faire savoir qui était sa mère et ce qui a été fait pour lui rendre justice. Ils disent « Nous ne pourrons jamais la ramener, mais nous voulons que Christa Nicole et sa famille sachent qu'elle n'a jamais été oubliée. » Alors que faisait Christine à Staten Island? Y est-elle venue pour rencontrer quelqu'un et ça s'est mal passé? Y a-t-elle été emmenée de force? Où est Christa Nicole? Est-elle encore en vie? Si oui, est-ce l'assassin de sa mère qui l'a emmenée? Se pourrait-il que le père de Christa Nicole ait tué sa mère pour la récupérer? L'identification de Christine n'a malheureusement pas permis de résoudre son meurtre et sa fille reste introuvable. La police ne lâche pas l'affaire malgré les années écoulées et espère finir par retrouver Christa Nicole. Et vous, que pensez-vous qu'il soit arrivé à la mère et à sa fille?